Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les fondamentaux de MATLAB. Alors on va commencer ici par voir les boucles for, qui sont en gros des boucles pour. C'est la traduction du mot for en anglais. Alors je vais vous montrer un petit exemple tout de suite de ce qu'est une boucle for. Voilà. Alors ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit pour i allant de 1 à 5, affiche-moi la valeur de i, et end pour finir la boucle. Voilà, donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, et c'est ce qui m'a affiché. Donc ça, c'est une première boucle for, très très simple que je viens de vous montrer. J'ai écrit un petit programme ici avec des exemples de boucles for que je vais vous montrer. Donc voilà, dans ce fichier, il y a plusieurs exemples de boucles for. Alors on va commencer par la racine carrée selon la méthode de Newton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode-là, ça revient en fait à trouver la valeur de la racine carrée du nombre a. Donc ici on va prendre la racine carrée de 2. Et pour trouver une valeur approchée de la racine carrée de a, on utilise cette formule-là en l'itérant, c'est-à-dire en la faisant plusieurs fois. Donc je vais lancer le programme. Voilà, donc on voit qu'à la première itération, pour la valeur approchée de racine de a, il trouve 1,5, et qu'à la sixième itération, donc ici la valeur de i maximale, il trouve 1,4142, etc. Et dans MATLAB, si on fait directement racine de 2, on obtient 1,4142, etc. Et donc on a ici créé une boucle qui calcule la racine carrée d'un nombre. Par exemple, si je mets racine de 4, bon, c'est très bien que ça fait 2, voilà, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Ah, pardon, là j'ai laissé racine de 2, donc là c'est... Voilà, ça sera mieux si je fais ça. Voilà. Puis c'est pareil pour n'importe quel nombre. Racine de 6. On voit que la boucle fonctionne bien et que ça nous affiche la valeur de la racine carrée. Donc ça c'est une première boucle, c'est-à-dire que ça calcule en itérant, donc ça fait un premier calcul. Donc pour i égale 1, ça calcule ça garde la valeur de x en mémoire, puis ensuite ça le refait une deuxième fois, 3, et ainsi de suite, jusqu'à la sixième fois. Donc ça c'est un premier exemple, je vais vous en montrer d'autres pour vous permettre de mieux comprendre. On va mettre ces quelques lignes en commentaire, donc on les sélectionne toutes. On vient cliquer ici sur Edit, et vous avez ça ici, qui est le pourcentage qui permet de mettre en commentaire. Ou alors le raccourci c'est Command Slash pour ceux qui sont sous Mac, mais si vous cliquez dessus, voilà, ça vient rajouter un pourcent et un espace, comme ça ça met tout votre programme en commentaire. Donc on va regarder un petit peu un autre programme qui concerne les factoriels. Donc pareil, là si je clique sur Edit, et là je décommente. Voilà, je vais lancer le programme. Donc les factoriels, si vous vous souvenez plus, par exemple, factoriel 3, ça s'écrit 3 avec un point d'exclamation, et ça fait 3 fois 2 fois 1. 5 par exemple, ça s'écrit 5 avec un point d'exclamation, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Etc. Donc ici, j'ai créé une boucle for qui permet de calculer le factoriel. Et ici, je lui ai demandé la valeur de factoriel 10. Donc la valeur ici de factoriel 10, c'est cette valeur-là, 3 millions, etc. La valeur de factoriel 6, c'est 720, etc. Bon, si je modifie 10 et que je mets, je sais pas, 8, on voit que c'est 40 320 ici. Voilà, donc c'est bon. La boucle marche. Alors, on va la mettre en commentaire et on va voir la suivante. Voilà, bon là, il n'y a rien d'affiché. Je lui ai juste demandé de faire la somme des nombres allant de 1 à 100 000. Donc, j'ai fait une boucle. Et la ligne qui est juste en dessous va nous permettre de regarder en combien de temps MATLAB a calculé en combien de temps MATLAB a effectué ce calcul. Donc je remets celui en commentaire. Voilà. Donc on lance. Voilà, en 0,0061 secondes, MATLAB a calculé la somme pour les nombres allant de 1 à 100 000. Alors une boucle for, en fait, c'est très pratique parce que c'est très visuel, ça permet de voir directement ce qu'on veut. Et c'est pas très difficile à programmer. Donc les boucles for, ça a cet avantage-là d'être assez lisible. Le seul inconvénient, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps de calcul. Ici, au début, j'ai ajouté T0 égale clock. Clock pour horloge en anglais. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que c'est que clock, il suffit d'aller découvrir ici.
Voilà, donc en gros quand on écrit clock, il nous retourne l'année, le mois, le jour, etc., l'heure, les minutes, les secondes. Donc on va l'écrire. Voilà, donc là on voit qu'on est en 2014, on est le 6e mois, donc le mois de juin, on est le 7 juin, il est 11 h 6 minutes et il était 45 secondes au moment où je l'ai fait. Voilà, et ici, à cette ligne ici, j'ai utilisé la fonction qui s'appelle aTime. Ça veut dire en gros temps écoulé entre clock et T0. Donc quand j'ai écrit T0 égale clock ici, ça a enregistré le début du calcul. Donc ça veut dire que là il était 11 h 6 minutes et 45 secondes. Le calcul s'est effectué. Et là quand je lui redemande de nouveau clock, il est 11 h 6 minutes et je sais pas 47 secondes. Et il va faire ça moins ça. Et il va me donner la différence de temps entre les deux en secondes. C'est pour ça qu'on obtient cette phrase-là. Le temps de calcul est de 0,0056 secondes. Tiens, ça allait un peu plus vite cette fois-ci. Alors, on va regarder une autre manière de faire, cette fois sans la boucle for, puisque là, j'ai juste demandé la somme. Voilà, donc en fait, j'ai créé ici un vecteur n qui va de 1 à 100 000, puisque c'est ce que l'on veut. Et je lui ai juste dit, bah, fais-moi la somme de n. Et là, on va avoir une différence quand même assez conséquente. Voilà, ici il calcule en 0,11 secondes, alors que sans la boucle for, c'est quand même 1000 fois plus rapide. Voilà, et on peut relancer le calcul plusieurs fois. On verra que le fait de ne pas utiliser de boucle pour ce genre de calcul-là est toujours plus rapide. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une boucle for, c'est vraiment très facile à programmer, très facile à utiliser, très pratique aussi, mais que ça demande plus de temps de calcul que par exemple une autre fonction qui serait factorielle comme on a pu le voir au début. Donc là j'ai utilisé T0 égale clock et temps de calcul, j'ai utilisé eTime. Il existe une autre fonction qui s'appelle ticktock, donc si on regarde ce que c'est. Voilà, et là il nous donne un exemple, tick, et où est le toc? Toc, il est là. Donc voilà, c'est un chrono, quoi, TikTok. Un nom simple qui fonctionne. Alors voyons à présent ce qui s'appelle les décisions. Et pour cela, je nous ai préparé un petit fichier .m avec des exemples pour vous expliquer. Donc voilà, le premier exemple est ici. On va lancer le script. Voilà, alors ici j'ai créé une variable r dans laquelle je viens rentrer une valeur complètement aléatoire à l'aide de la commande rand. Et je lui dis, si r est supérieur à 0.5, alors tu m'affiches le message supérieur à 0.5. C'est ce qu'il a fait ici. Si on lance le programme encore une fois, bon, encore une fois, oups, bah, voilà. Là, il a choisi r égale 0,1576, c'est inférieur à cette valeur-là, donc il n'affiche rien. En fait, une décision, c'est ça. C'est cette ligne-là. Et pour prendre des décisions, il existe plusieurs méthodes. Il y a soit if, que l'on va voir tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc dans l'exemple qui était ici, j'ai mis le if blablabla avec le and, je n'ai pas mis tout sur la même ligne, et ici j'ai fait le contraire, j'ai tout mis sur la même ligne. Donc on va lancer le programme. Voilà, donc là j'ai choisi une valeur de x, bon, au hasard, mais c'est moi qui ai choisi, donc j'ai pris 3. Je lui ai dit, tu testes la variable x, si elle est inférieure à 0, tu affiches le message x est inférieur à 0. Ça c'est pour dire inférieur ou égal, ça c'est égal, différent, etc. etc. Et donc comme on peut le voir, x égale 3 c'est différent de 0, c'est supérieur à 0, ou alors c'est supérieur ou égal à 0. Maintenant si je mets moins 3, voilà, inférieur à 0, différent de 0, etc. Si je mets x égale 0, je lance le programme. Voilà, donc là il me met que c'est égal à 0, ça peut être supérieur ou égal à 0, ou inférieur ou égal à 0. Ça, ce sont des décisions. Il y en a 6 dans MATLAB, elles sont toutes résumées ici. Et il n'y en a pas plus avec la fonction, avec la décision if. Donc là c'est un exemple très simple, hein. Tout est écrit sur une ligne, on pourrait l'écrire sur 2 lignes, on pourrait l'écrire sur plusieurs lignes, ça reviendra au même, ça ne changerait pas le résultat. Ça c'est la première des décisions.
À part celle-là, il y en a d'autres. Il y a ici le if-else, pardon, que l'on va voir tout de suite. Hop, je vais lancer le programme. Donc là, j'ai choisi une valeur x égale à 2. Je lui ai dit si x est inférieur à 0, alors tu affiches x est négatif. Sinon, tu dis que x est positif. Donc ça, c'est bien. C'est un else, c'est un sinon qui se met entre le if et le end. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais quand on commence une boucle par if, il faut obligatoirement la terminer par end. D'ailleurs, si je clique sur end, on voit qu'il se souligne rapidement et qu'il vient souligner le if lui correspondant. Voilà, hop, c'est de là correspondant entre eux. Alors, c'est bien, mais par exemple, il peut y avoir quelques problèmes. Si je fais ça, par exemple, x égale 2 plus i, c'est un imaginaire. Voilà, lui, il me met juste disp x est positif. Mais c'est pas vrai, x est un imaginaire. Donc le else, c'est quelque chose de bien, mais attention notamment à ce que l'on va mettre après, puisque si x est inférieur à 0 mais est un imaginaire, pour lui, il mettra x est positif. Bon là, ce ne sont que des exemples très simples. On va voir avec un exemple sur, encore une fois, un compte bancaire. Voilà, donc avec cette ligne-là, je crée une valeur aléatoire à l'aide de la commande rand. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1, et je la multiplie par 10 000. Comme ça, ça me donne une valeur comprise entre 0 et 10 000. Et je la mets dans la variable solde. Donc la banque Corxé, escroc à l'envers, offre un taux de 9% si le solde est inférieur à 5 000 euros, ou un taux à 12% si on a un solde supérieur à 5 000 euros. Donc c'est à peu près pareil que ce qui est écrit au-dessus. Donc on va lancer le programme. Donc je vais virer le point virgule en fait là. Voilà. Voilà, donc il m'a mis un solde de 9 571 euros. J'ai donc un taux de 12%. Donc si je fais ça x 0,12 plus ça nous donnera 10 720. On peut essayer d'ailleurs. Voilà. C'était juste une manière de vérifier que le programme marchait bien. Là, je n'ai fait qu'une boucle if avec un else. Et on peut encore augmenter un peu la difficulté avec ce qui s'appelle le else if. Là, on est toujours dans la création de variables aléatoires. Cette fois-ci, c'est un taux de 9% si vous avez en dessous de 5000, un taux de 12% si vous avez en dessous de 10 000, mais au-dessus de 5000, ou sinon un taux de 15% si vous avez au-delà de 10 000. 7280, bon bah alors là le taux appliqué est donc de 12%, c'est le taux qui est ici, et cela est dû à la commande else if. On pourrait faire if solde inférieur à 5000, alors taux égale 0,09, end. En dessous, on pourrait mettre if solde inférieur à 10 000, taux égale 0,12, end. If solde, etc., etc. On pourrait faire 3 boucles if end si on voulait, mais le fait de mettre des else if et des else permet de raccourcir ceci. Sachant qu'entre chaque if et chaque end, donc chaque boucle if en gros, on peut mettre autant de else if que l'on veut, mais des else, on ne peut en mettre qu'un. Donc ça, c'est une méthode, sachant qu'à l'intérieur d'une boucle if, entre un if et un end, on peut mettre une autre boucle if. On peut mettre aussi une boucle for, etc. Donc je vais vous montrer un exemple avec plusieurs boucles if et les erreurs qu'on a le plus souvent. Alors là, j'ai commencé par créer 4 variables, A, B, C, avec des valeurs au hasard. Puis j'ai dit que D était égal à B carré moins 4AC, donc D comme delta. Donc si A est différent de 0, et si D est inférieur à 0, alors tu affiches racine complexe. Sinon, tu calcules x1 égale, voilà, x2 égale, voilà, fini et fini. Donc on va lancer le calcul. D vaut 84, donc A je l'ai pris à 1, donc il est différent de 0. Et D est supérieur à 0, donc les racines ne sont pas complexes. En revanche, si je prends A égale 0, il calcule D. If A est différent de 0, ah bah non, A vaut 0, bon bah alors tout ça il ne le fait pas. Ça lui sert à rien. On va prendre autre chose, on va prendre moins 1. Bon, non attends, qu'est-ce qu'il faut prendre pour B? Il faut prendre 1.
Pour b, on va prendre 1. Comme ça, d sera négatif. Et voilà, et là on a le message racine complexe. Comme on peut le voir, j'ai mis un end ici et un end là. Donc le premier end vient terminer cette boucle-là. Et le deuxième end, bien entendu, vient terminer cette boucle qui commence là. Alors attention, à l'endroit où on met les end, ça peut provoquer des grosses erreurs, on va dire, comme on va le voir. Voilà, cette fois-ci, le deuxième end est là. Il est juste avant le else et le calcul des racines. Et donc là, si je lance le programme, voilà, donc c'est les mêmes valeurs, etc. Il m'affiche la valeur de D. A est différent de 0 et D est supérieur à 0. Et donc je lui dis si D est inférieur à 0, tu me dis le message racine complexe. Bon, là il ne l'est pas. Si on veut qu'il le soit, on met B égale moins 1. Enfin 1 plutôt. Voilà, il va juste me dire racine complexe. Toute cette boucle-là est terminée et est indépendante du else qui est ici. Alors si on met A égale 0, il nous calcule la valeur de D et il vient nous calculer x3 et x4. Donc en gros, le else qui est là, on lui dit, bon, si A est différent de 0 et si D est inférieur à 0, alors tu affiches racine complexe. Et ensuite, on lui dit, si A est différent de 0, sinon, bah, tu me calcules ces deux racines-là. Mais il faut que A soit égal à 0. En fait, ça, c'est vraiment indépendant du else qui est après. C'est un peu flou et c'est pas évident à expliquer, mais en expérimentant et en faisant des erreurs, on apprend assez facilement à reconnaître ce genre de choses. Et ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'il faut bien placer les end aux bons endroits et bien retenir dans quelle boucle if on veut appliquer un else. Une dernière chose que l'on peut voir, c'est le switch. Donc ici, on crée une variable i à l'aide de la commande rand, donc ça génère un nombre aléatoire, et floor. Donc floor, ça permet d'arrondir à l'entier inférieur. Si en faisant ça, on a 0,4, et bien floor prend la valeur 0, tout simplement. Et donc on obtient 0 plus 1, et donc i vaudra 1. Donc on écrit switch i, les calculs qui suivent switch, pour que les calculs qui sont compris entre le switch et le n qui est ici, soient basé sur la variable i. C'est ce qui est écrit là. Alors j'ai mis case 1. Là, ça veut dire si i est égal à 1. Et là, j'ai mis case 2, c'est-à-dire si i est égal à 2. Sachant que i ne peut avoir que les valeurs 1, 2 ou 3, on n'a que ces trois cas-là, le 1, le 2. Et là, j'aurais pu écrire case 3. Voilà. Et là, sinon, j'ai mis otherwise. Otherwise qui veut dire ou alors. Donc, on va le lancer. Voilà, i égale 3 ici. Donc il a calculé ça, il a trouvé i égale 3. Je lui dis, allez, tu regardes ce qu'il y a dans la variable i. K numéro 1, est-ce que i est égal à 1? Non. Est-ce qu'il est égal à 2? Non. Bon, bah alors sinon, ça doit être un 3. Voilà. On le lance encore une fois. Voilà, c'est un 1. Allez, peut-être un 2. Voilà, parfait. Donc ça, c'est ce que l'on appelle les décisions dans MATLAB. Ça ressemble un peu aux boucles, puisque ça commence par quelque chose et ça finit par un end. Hein, ça commence par if ou alors par switch. Et dans chacune des décisions, on peut implémenter des boucles for et inversement. Si on a une boucle for, dedans, on peut mettre des conditions. Les conditions sont très pratiques pour repérer par exemple des valeurs supérieures dans une énorme matrice. Donc il suffit de mettre if je sais pas, matrice supérieure à 5000, disp, il y a des valeurs supérieures à 5000 dans la matrice. Ou ce genre de choses. Ça permet peut-être, je sais pas, de faire un tri dans ce que l'on a dans une matrice, si on a envie de dégager toutes les valeurs négatives. Et ça permet en gros donc de prendre des décisions, ce que MATLAB va faire. Voyons à présent une petite partie sur les nombres complexes. J'ai pour cela fait un petit fichier d'exemple. Donc évidemment MATLAB gère les nombres complexes, comme on peut le voir ici. Voilà, je lui ai demandé de me calculer racine de moins 1, donc c'est i. Donc il affiche comme ça, partie réelle plus 1 fois i, donc la partie imaginaire ici. Un autre exemple, z égale 2 plus 3 fois i, donc voilà, il écrit z égale 2 plus 3 fois i. L'avantage avec les nombres complexes, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié entre le 3 et le i, par exemple ici, z égale 2 plus 3i.
Voilà, on voit qu'on a deux fois la même chose. Évidemment, les nombres complexes marchent avec tout type de fonctions, comme la racine, l'exponentielle, etc. Voilà, racine de 2 plus 3i, c'est... Bon, ça doit sûrement être ça. Et l'exponentielle de ipi, c'est bien moins 1. MATLAB a quelques fonctions prédéfinies par rapport au nombre imaginaire, comme la partie réelle, imaginaire, le conjugué ou la valeur absolue, qui sont ces fonctions-là. Donc si je lance, notre nombre imaginaire c'est z, 2 plus 3i. Donc réel, je demande la partie réelle de z, c'est 2, la partie imaginaire c'est 3, le conjugué c'est 2 moins 3i, et la valeur absolue c'est 3,6. On peut vérifier la valeur absolue en faisant ça. Voilà, on voit bien qu'on a la même valeur, hein. J'ai pris la partie réelle au carré plus la partie imaginaire sans le i au carré. Et j'ai fait la racine. On peut également obtenir l'argument à l'aide de la fonction angle. Et évidemment, l'angle obtenu ici, 0,98, c'est l'angle en radian, pas en degrés. Donc je sais que ça peut paraître un peu bizarre la première fois qu'on voit ça, mais il ne faut jamais oublier que MATLAB affiche les résultats en radian. On peut tracer pour une certaine valeur, pour un certain angle, la représentation des nombres complexes. Là, je lui demande pour l'angle allant de 1 à 360, donc un cercle. Si je lance, voilà, un cercle, tout simplement. Si je lui avais demandé de 1 à 30 degrés, voilà, là, il y a 30 degrés. D'ailleurs, on peut vérifier en cliquant ici, le data cursor dans MATLAB, et on vient cliquer sur le point le plus haut. Hop. Voilà, donc en Y, c'est ici, c'est la valeur du sinus, c'est 0,5, et c'est bien le sinus de 30 degrés, et X, 0,866, c'est racine de 3 sur 2, c'est bien la valeur du cosinus de 30 degrés. Donc on a bien réussi à tracer un angle de 30 degrés. Bon, il y a une chose à laquelle il faut faire attention avec les complexes, c'est la transposer. Donc là, j'ai créé une matrice A remplie de nombres complexes, 1 plus i, 2 plus 2i, etc. Maintenant, si je fais A point transpose, voilà, les lignes, la première ligne est devenue la première colonne et la première colonne est devenue la première ligne. Mais si je fais A et transpose, ça transposera également les nombres complexes. Non seulement ça transpose les lignes en colonne, mais en plus, ça fait la transposée de chacun des nombres complexes. Donc il faut bien faire attention à ça pour les nombres complexes, c'est important et ça peut éviter pas mal d'erreurs lorsqu'on sait comment ça fonctionne. Donc j'ai parlé aussi d'entrée-sortie avec DISP, etc. Alors là j'ai fait un autre exemple. Voilà, je vais le lancer. Bon, il ne se passe rien. Donc comme toujours, on a un solde de 12 345, un taux de 9%, on calcule l'intérêt et le solde du nouveau compte. Et ici, avec l'aide de fprintf, on va lui demander d'afficher une phrase. Donc si je lance, voilà. Donc là, je lui ai écrit taux d'intérêt 2 points, pourcent 6.3f. Quand on met pourcent avec une lettre ici, c'est pour indiquer à MATLAB comment afficher la variable en sortie. Bon, je vais continuer. Ensuite, je lui ai dit nouveau solde pour 108.2f et anti/n pour aller à la ligne. Et comme variable, tu m'affiches taux et solde. Alors, on vient ici. Le premier pourcent .63f va se référer à la première variable qui est taux, ici. Ça veut dire qu'il va écrire taux d'intérêt, il va lire ça, il va venir chercher la valeur de taux et il va la ramener ici, comme on peut le voir ici. Il va faire ensuite, il va continuer, il va lire nouveau solde, ok, il va écrire ça. Ah, pour 108 de f, très bien, donc la deuxième variable, ça sera solde. Ok, donc je viens copier la valeur de solde ici. Et donc elle est là. Et anti/n veut dire va à la ligne. Hein. Donc si je le copie et que je le mets là, par exemple, et que je relance le programme, voilà, donc nouveau solde est passé à la ligne. Puisqu'il y a un espace ici, le nouveau solde est décalé, si je le supprime, voilà. Donc voilà, 6.3f, ça veut dire que ça contient 6 chiffres, dont 3 après la virgule. Et f, c'est le format d'affichage. Alors vraiment pour savoir comment utiliser enfin quelle lettre mettre ici, il y a F, il y a E, il y a G. Donc par exemple si je mets la lettre E, voilà ici, on voit que c'est en notation scientifique. Et on peut voir que pour le deuxième, j'ai dit 8.2. Donc ça veut dire 8
chiffres, dont 2 après la virgule. C'est pour ça qu'ici, il n'y a que 0.35. Donc si je mets ici pas 8.2 mais 8.4 par exemple, et que je le lance, voilà, 34,56. Donc je sais pas jusqu'où on peut aller, hein, on va mettre 8.6. Ah ouais, bon, on peut aller à peu près jusque... Bon, on peut aller assez loin, je pense. Par contre, si je mets 8.9, je pense qu'il va me dire non. Ah, il me dit... Ah bah non, il met 9 chiffres après la virgule. Donc le fprintf ici, c'est une fonction très utile. Évidemment, là c'est un exemple très très bref, mais il existe un set complet d'entrée-sortie à l'aide de fprintf. Il y a par exemple la fonction save qui permet de sauvegarder dans un fichier txt, la fonction load, etc. Et on verra tout ça un peu plus tard dans une autre vidéo. On verra ça plus en détail. Là c'est juste pour vous montrer qu'il existe ceci dans MATLAB. Voyons maintenant les variables qui empruntent le nom de fonction. Donc là, si je lance, j'ai créé la variable qui s'appelle rand, équivaut 10, et la variable qui s'appelle sin, équivaut 4. On a déjà vu la fonction rand, c'est celle qui permet de générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Sauf que si j'appelle une de mes variables par rand, la fonction rand disparaît en gros. C'est-à-dire que je peux vraiment plus m'en servir. Donc si je veux créer une variable a à l'aide de la fonction rand, donc un vecteur de nombre aléatoire, hein, une ligne, 3 colonnes, si je lance, voilà, il me met une erreur, parce que maintenant rand est devenu un nombre et je lui demande d'accéder à la valeur de la ligne 1 et de la colonne 3 de la variable rand. Sauf que la variable rand, maintenant, elle vaut juste 10. Donc si je fais ça, si je la mets en commentaire, et que je lance, voilà, là ça va marcher. C'est évidemment la même chose avec le sinus. Voilà, là je lui dis sinus vaut 4, donc sinus 0.5, ben, il ne comprend pas. Je lui demande le sinus de 0.5 radian, et il me met une erreur. Une dernière entrée-sortie concerne ce qui s'appelle le input, c'est-à-dire des valeurs que l'on va mettre nous-mêmes. Voilà, donc si j'écris solde égale input, entrez votre solde, blablabla, bah regardez, je vais lancer le programme. Voilà, donc là je vais entrer mon solde de compte, donc on va dire 10 000. Le taux d'intérêt, on va mettre 0.12. Et voilà, il nous calcule notre nouveau solde et il affiche la variable. Donc input permet en fait de demander à l'utilisateur d'entrer directement la valeur d'une variable, la valeur qu'il a envie d'utiliser pour ses calculs. Donc là j'ai mis le format bank, 10 nouveaux soldes, mais évidemment on peut aussi mettre ça. Fprintf nouveau solde, %g pour général, c'est-à-dire que je vais laisser à MATLAB le choix dans l'affichage. Et à %g, tu vas venir m'afficher la variable solde. On recommence. Voilà, donc là, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a affiché avec disp. Et cette ligne-là, c'est ce qu'il a affiché avec fprintf. Alors, n'oubliez pas le petit anti/n ici. Ça évitera en fait aux deux chevrons qui sont là de se retrouver ici. Donc si je le fasse et que je lance, voilà, les deux chevrons sont là. Alors au début on peut se dire bah quel rapport avec ça et les deux chevrons là. Il n'y en a pas, c'est juste que j'ai oublié de mettre un anti/n et donc les deux chevrons ne sont pas ici à la ligne. Bon, c'est un petit truc à savoir, mais il faut le mettre quand même, c'est quand même mieux. Et on sauvegarde. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les fondamentaux de MATLAB. La vidéo qui va suivre va être un exemple de programmation un peu plus compliqué que ce que l'on a vu jusqu'à présent, mais il n'y aura rien d'extraordinaire, on fera ça en plusieurs étapes, et vous verrez qu'au final, c'est pas si difficile que ça de programmer avec MATLAB. Voilà, à bientôt!